Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Landeux et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est précisément l'occasion de faire ma connaissance puisque je vais faire deux vidéos consécutives, la première consacrée à mon parcours et la deuxième consacrée à mon œuvre. Pour faire cette vidéo, j'ai fait appel à un ami à moi, Franck, parce que j'ai un ton assez monocorde et pour que ce soit plus dynamique, on va faire ça à deux. Et donc je commence à passer la parole à mon ami Franck. Merci Philippe, bonjour à tous. Donc je vais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu t'appelles Philippe Landeux, tu as 46 ans. Originaire de Montpellier, tu vis à Paris depuis plus de 20 ans maintenant. Autodidacte, essayiste, tu es notamment l'auteur de 14 ouvrages disponibles d'ailleurs sur The Book Edition. Donc tu as eu envie de faire une vidéo où un proche parlerait de toi tel qu'il te voit, afin que les gens qui te lisent, qui te suivent, ou s'intéressent à toi tout simplement, se fassent une idée plus précise de qui tu es. Car on peut parfois trouver des articles à ton sujet pas forcément très élogieux, écrits par des gens peu scrupuleux qui défendent la bien-pensance, ou tout simplement des personnes ancrées dans la matrice qui se livrent à des critiques faciles et pas forcément très justes. Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que l'on se connaît. J'étais tombé sur une vidéo sur YouTube où tu étais interviewé au Salon du Livre sur ton ouvrage La guerre de l'Ouest ou dite de Vendée. Ta vision sur cette période très controversée de l'histoire m'a beaucoup plu, et je me suis donc intéressé à toi. C'est là que j'ai découvert tes différents travaux, et notamment ton essai appelé « Le civisme ou théorie de la cité ». Pour expliquer brièvement aux gens qui ne te connaissent pas, le civisme, c'est une société sans argent, basée sur l'égalité en devoirs et en droits. L'idée majeure de cette théorie est qu'un individu peut accéder au marché parce qu'il est citoyen. C'est ça. J'ai donc regardé ta série de 12 vidéos sur le sujet. Chaque vidéo parle d'un thème en particulier, comme « Qu'est-ce que l'argent ? Qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que l'égalité ? Selon toi, ou encore le contrat social dans la cité, etc. » C'est ça. Qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce que le contrat social? Quelles sont les contradictions du système monétaire? Comment une société sans argent comment dans une société sans argent peuvent fonctionner les entreprises? Comment fonctionne le système politique, etc. Il y en a 12. Comme ça, il y en a 12. C'est ça. Et ce qui donne en fait ce qui a donné lieu à un petit bouquin, Révolution, qui contient les textes de ce bouquin-là, de ces vidéos. Cette série de vidéos m'a interpellé, je trouvais que tu mettais le doigt sur les vrais problèmes et que ta théorie du civisme était très pertinente. À tel point que j'ai voulu approfondir le sujet en me procurant le livre et en me disant, au fond de moi-même, que ton histoire était un peu trop belle et que je trouverais sûrement une faille qui ébranlerait la thèse. J'ai donc lu ton livre, tout sur le civisme. Et là, je dois dire que j'ai pris une véritable claque. Car non seulement je n'ai pas trouvé la faille, mais je constatais, chapitre après chapitre, que la théorie était béton et qu'elle allait même au-delà de ce que j'imaginais. Mhm. Car en plus de 20 ans maintenant que t'es venue cette idée géniale qu'un citoyen peut accéder au marché parce qu'il est citoyen, grâce à la carte civique, tu as évidemment eu le temps de peaufiner ta théorie, de te poser toutes les questions imaginables et en trouver les solutions. En fait, ça s'est fait très rapidement, hein. Tout est venu tout de suite, hein. En quelques mois, les problèmes apparaissent tout de suite, hein. Tout le monde se pose la même question et il faut trouver une solution. Et donc, les solutions, je les ai trouvées tout de suite, hein, dans les premiers mois. Après, je n'ai fait que réécrire, hein. D'accord, Ça a changé au niveau de la forme, mais pas du fond. très bien. Donc après avoir lu ton livre, j'ai laissé un commentaire en dessous de la vidéo de ton passage à Meta TV avec tes pas, où je dis tout le bien que je pense de ta théorie. Tu remarques mon message et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En 3 ans, j'ai appris à te connaître. Je vais donc maintenant te décrire tel que je te vois. D'accord? Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ta boulimie de travail. Tu as en effet écrit 14 livres disponibles sur The Book Edition, dont certains t'ont demandé un gros travail de recherche. Je pense par exemple à Robespierre parle aux Français, qui regroupe absolument tous les discours de Robespierre, La guerre de l'Ouest, dite de Vendée. Alors, paradoxalement, c'est celui qui m'a demandé le moins de travail. C'est vrai? Ouais. J'ai mis, je crois, même pas 3 mois pour l'écrire. La guerre de l'Ouest? Non, non. Ah, Robespierre parle aux Parce Français. qu'en fait, c'est un travail que j'avais déjà travaillé beaucoup sur Robespierre. Et donc, en fait, tous les matériaux j'avais déjà tous les matériaux. J'ai eu plus qu'à réunir, à faire des présentations, des introductions, etc. Ça a été en fait un travail très rapide. D'accord. Paradoxalement, un bouquin qui fait quand même 900 Bah, pages, hein. c'est pour ça, oui. Mais ça a été finalement très Et rapide. puis regrouper tous les discours, enfin, c'est quand même quelque chose Non, d'assez conséquent. paradoxalement, c'est celui qui m'a demandé le moins de travail. D'accord, bah, tu vois, comme quoi.
Donc la guerre de Vendée, la guerre de l'Ouest, pardon. La guerre de l'Ouest, dite de Vendée, où tu es allé chercher toutes les correspondances entre le comité de salut public et le général Turreau, et les autres officiers sur place. Essentiellement en fait avec les représentants en mission. D'accord. Et il y a aussi la correspondance de Turreau avec le comité, mais il y a en fait, par contre, le comité a écrit très peu à Turreau, il n'y a que 2 lettres. Ah oui, d'accord. En fait, je me suis basé sur les recueils d'Alphonse Soulard, qui a travaillé sur le comité de salut public et les représentants en mission, et Turreau n'était pas un représentant en mission, donc ça ne fait pas partie de ces recueils. Donc ça, c'est quelque chose que je suis allé chercher ailleurs. Mais donc oui, voilà, donc, la guerre de l'Ouest, 900 pages, tous les arrêtés, tous les décrets, toutes les lettres. Ce qui est quand même pareil. Alors ça, par contre, ça m'a demandé, effectivement, j'avais déjà fait le travail de préparatoire, puisque j'avais travaillé sur le comité de salut public, mais bon, ça m'a demandé encore quelques mois, par contre. Et sans parler de ton petit dernier, que tu n'as pas encore totalement terminé, qui regroupera tous les arrêtés du comité de salut public. Pas tous, mais il a une compilation des arrêtés du comité de salut public sur toute la... En fait, du grand comité, c'est-à-dire le comité dont faisait partie Robespierre, puisque moi je m'intéresse essentiellement en fait à Robespierre. Et donc les arrêtés, mais aussi tous les détails intéressants, utiles, importants, qu'on peut tirer de la correspondance des représentants en mission. Donc ça fera... Alors ça c'est le travail de base que j'avais fait, c'est comme ça que j'ai pu faire derrière le travail sur la Vendée. Et ce travail-là sera publié en format A4 et non pas A5 comme d'habitude. Et ce sera en 2 volumes. Et rien que les notes, donc c'est-à-dire les documents, ça fera 900 pages. Ah, c'est énorme. Un annuaire, rien que pour les notes. Alors ensuite, pour continuer, je dirais que tu es un passionné. Passionné par l'histoire de France. Particulièrement de cette période de la Révolution française que tu connais sur le bout des doigts, mais que tu continues malgré tout à explorer en profondeur pour l'écriture de tes ouvrages, notamment en passant un nombre impressionnant d'heures aux archives nationales. J'y vais beaucoup moins quand même. J'y ai été beaucoup pour mon travail sur le tribunal révolutionnaire, où là j'ai sorti tous les dossiers. Mais là, pour le travail que je suis en train de faire sur le comité, j'y vais pour vérifier certaines choses. Mais c'est rien comparé au travail que j'avais fait sur le tribunal révolutionnaire, où là j'y suis allé pendant presque 2 ans. Les archives, c'est très très dur d'aller aux archives. Surtout maintenant, en plus, à déménager à Saint-Denis. Pour moi, c'est à l'autre bout de Paris. Enfin, c'est pas très pratique. Ça ferme très tôt, ça ferme à 16h45. Enfin, ça ouvre à 9h, ça ferme à 16h45. On ne peut pas prendre beaucoup de cartons. Enfin, les archives, c'est vraiment un travail épuisant. Alors, cette passion pour la France se traduit par ton patriotisme inébranlable. Tu aimes la France. Je veux parler de la douce France. Celle qui disparaît petit à petit. Ce qui d'ailleurs sème en toi un sentiment de révolte. Tu es trop conscient des effets dévastateurs de l'immigration de masse sur notre population, sur notre art de vivre à la française, et ne te gêne pas pour le dénoncer. Tu assumes tes convictions. Droit dans tes bottes, sans complexe, que ça plaise ou non. Certains détracteurs n'hésitent pas à te traiter de raciste, fasciste. Les classiques, ouais. Les classiques. Les négriers qui dénoncent voilà. les gens qui dénoncent l'immigration. T'as même eu le droit à un néo-nazi récemment. Oui, carrément. Ouais. Alors, non, c'est pas récent, mais c'est effectivement, j'ai trouvé ça carrément néo-nazi. Alors voilà. Ça, c'est pas ce que je connais, Serge Ayoub, qui serait donc un nazi. Enfin, alors que, moi qui te connais, et tu m'arrêtes si je me trompe, je sais que tu as l'amour des tiens sans pour autant avoir la haine des autres. Que pour toi, chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui. Chez lui, oui. Tu as d'ailleurs toujours dénoncé les ingérences auxquelles se livrent certains pays occidentaux, y compris la France. Bien sûr. Tu es au contraire attaché à la souveraineté des pays. J'irais même jusqu'à dire que tu es un défenseur de la diversité. Oui. Car la mondialisation tue les peuples, bien sûr, tue les nations, tue les différentes cultures. Et qu'il est primordial que chaque peuple conserve son identité parce que la diversité des peuples dans le monde perdure. C'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Le mélange, ça arrive, ça débouche sur une bouillie, c'est plus de la diversité, hein, c'est plus de la richesse, contrairement à ce qu'on nous raconte. Enfin, les gens qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui nous racontent n'importe quoi. On nous dit le contraire de la réalité. C'est systématique. Hein. Les gens qui se prennent pour les antifascistes sont les génocidaires de leur propre peuple. Les gens qui te parlent de la diversité sont ceux qui tuent la diversité, etc., etc. Et donc, les gens qui se disent de gauche sont les pires droitards. Enfin,
Tout est comme ça. Mélo. Donc il faut remettre un peu de... Tu disais que j'étais un passionné par l'histoire de France, je suis surtout passionné par la justice et par la vérité, je crois. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille beaucoup sur la Révolution, sur Robespierre, parce qu'on entend tellement de bêtises qu'il faut, il faut revenir à des choses Oui, bien plus sûr. justes. Le problème, c'est qu'en histoire, l'histoire demande beaucoup de travail. Et pour établir une vérité historique, ça demande beaucoup de travail, alors que pour proférer un mensonge, ça prend 30 secondes. C'est ça. Tu vois. Et évidemment, souvent, les gens qui racontent n'importe quoi ne se prendront pas la peine d'aller lire. Donc on fait peut-être un peu ce travail-là pour rien. Ah, c'est bien le problème. On espère surtout que des gens plus honnêtes, qui s'intéressent au sujet dont ils parlent, eux prendront la peine d'aller voir, de s'intéresser aux gens qui ont travaillé vraiment sur la question. La question en tout cas qu'ils soulèvent eux-mêmes. Hmm. Donc ensuite, l'adjectif qui me vient, c'est la pugnacité. C'est un adjectif qui te correspond particulièrement car lorsque, comme toi, on navigue pendant plus de 20 ans à contre-courant, en prenant la défense d'un révolutionnaire comme Robespierre qui a toujours été controversé. Oui, puis en attaquant l'argent, quand je suis un peu tout seul à dénoncer l'argent. Hein. Il y a des gens qui ont un discours un peu semblable, qui est un discours semblable, c'est pas le même. Sur ma ligne, je suis vraiment tout seul. Ça. Donc en affichant toujours ton patriotisme, même pendant certaines périodes où il faisait pas bon sortir un drapeau français sans passer pour un facho, ou encore en militant pour une société sans argent, ce qui n'est pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pendant de longues années, tu as été seul à défendre la théorie du civisme. Mais pour autant, tu ne t'es jamais découragé, ayant foi en tes convictions, en ton projet pour une société plus juste et donc meilleure. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu as un groupe de personnes que tu as toi-même baptisé les patriciens, dont je fais partie, qui ont totalement adhéré à la théorie, la défendent et essayent de la faire connaître au plus grand public. Alors évidemment, on n'est pas assez nombreux à ton goût, mais comparé à il y a 20 ans, c'est quand même une belle avancée. De 20 ans, j'étais vraiment tout seul. Et ça a pris bien 10 ans pour que je commence à avoir des gens autour de moi. Assez rapidement, en fait, j'en ai eu des gens. Une poignée de gens. Hein. Mais ça a été un feu de paille. Et par contre, là, depuis quelques années, j'ai des gens plus sérieux qui m'ont rejoint. Mais pour l'instant, on est très peu nombreux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je lancerai un appel pour que les gens, justement, qui me suivent, en particulier sur YouTube, pensent à me contacter et à nous rejoindre. Parce qu'une idée ne peut avancer que si des hommes la défendent. C'est ça, on est bien d'accord. Pour finir, je dirais que tu as une forte personnalité, beaucoup d'orgueil, assez sûr de toi, mais néanmoins à l'écoute des autres, sensible et généreux. Je me rappelle le premier jour que l'on s'est vu, on a fait un tour dans le quartier d'Odéon, et dans la rue on a croisé un SDF, et spontanément tu lui as donné une pièce. Et ça, pour moi, c'est un peu le signe que justement, la misère t'est insupportable. Ah bah complètement. Alors je dirais pas que je donne des pièces à chaque fois que je vois un SDF, Ah, hein, c'est pas vrai. Hein. mais en tout cas, Mais ce c'est jour-là, vraiment un truc qui me fait vraiment mal au cœur. Quoi, hein. Cette société mérite qu'on la combatte. Hein. Mais mérite qu'on la combatte efficacement, pas en brassant du vent. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut vraiment changer les choses. Et, mais effectivement, c'est vrai. En fait, je suis quelqu'un de très sensible. Ouais. ouais, Alors, le problème, c'est que quand tu es sensible, tu peux pas le montrer en permanence. Parce que sinon, tu deviens une passoire. ouais, bien Donc, sûr. tu es obligé de te durcir. Ouais, c'est ça. Tu es aussi très carré, tu aimes l'ordre, Ça. la discipline, c'est peut-être un peu ton côté militaire. Il suffit de voir comment tu coupes ta pizza, toujours dans la même manière, en faisant des carrés. Donc voilà comment peut te décrire un proche qui te côtoie régulièrement. Et je sais que je suis évidemment pas le seul à te reconnaître toutes ces qualités. Je pense que cette vidéo peut être utile pour casser les a priori et peut-être rassurer les personnes qui apprécient tes travaux, mais qui pourraient être refroidies par le portrait qui t'est fait par certaines personnes. Ouais, je pense que ces portraits-là ne sont pas connus, mais non, je pense que les idées que je défends peuvent renvoyer à d'autres idées et susciter des préjugés. Certains, tu vois, verront dans mon discours du communisme, d'autres parce que tu es patriote, ils te voient en fasciste, d'autres, bon. Donc, C'est vrai que t'as eu le droit un petit peu tout est son contraire, hein, c'est ça. simple. Et donc on va essayer de remettre un petit peu le pendule à l'heure. Voilà. Donc maintenant pour continuer, on va revenir sur ton parcours. Donc on va parler de toi. Où est-ce que tu es né, Philippe? Je suis né à Montpellier le 1er février 1973. Et en fait, je trouve que c'est une date très intéressante, parce que ça fait 1, 2, 3.
Effectivement. Pour retenir ma date de naissance, c'est pas très compliqué, c'est 1, 2, 3. Et 1973, c'est l'anagramme de 1793. L'an 2. L'an 2. Voilà. Voilà. Alors c'est pas que pour ça que j'ai pris ce pseudonyme, parce que l'an 2 n'est pas mon vrai nom, c'est un pseudonyme qui renvoie évidemment à la Révolution. Je voulais quelque chose qui renvoie à Robespierre, à la Révolution, au patriotisme. Et pour moi, l'an 2, les soldats de l'an 2, ça évoque vraiment des choses, ça évoque le patriotisme. Quoi que je puisse en penser certains, pour moi, bon. Donc je suis né en 1973 à Montpellier même, et j'ai grandi en fait dans un petit village en dehors de Montpellier, à proximité de Montpellier. J'ai fait ma première scolarité dans ce petit village, puis j'ai été sur Montpellier. D'abord je pourrais peut-être préciser que ma famille était à l'aise. Voilà, mon père travaillait dans une bonne entreprise, il avait un bon salaire, et on était à l'aise. On n'était pas riche, mais on était à l'aise. J'ai jamais eu de problème d'argent quand j'étais. Voilà, j'ai jamais manqué de rien. On n'était pas riche, on ne roulait pas sur l'or, on ne pouvait pas non plus faire des trucs absolument extraordinaires, mais j'ai eu une enfance comme tous les enfants devraient en avoir une. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai pas eu de problème d'activité, j'ai été au scout, donc, comme je dis, beaucoup de sport, j'ai fait du judo, de la natation, même de l'équitation, de l'escrime, du ping-pong, du tennis. Enfin, le plus que j'ai fait, c'est la natation. Je faisais de la compétition d'ailleurs en natation. Donc une enfance dans un petit village, entouré de garrigues, puisqu'on est à Montpellier. Donc c'est pas la campagne avec les prairies, etc. C'est vraiment la garrigue. C'est pas. Mais bon, c'est déjà bien. Pour un enfant, c'est vivre, côtoyer la nature, pouvoir faire des cabanes dans les arbres, etc., etc. Enfin, jouer au gendarme voleur à vélo dans le village avec ses copains. Enfin, oui, les fêtes avec alors ça c'est une chose que beaucoup de gens du Nord ne comprendront pas, mais les fêtes avec les taureaux dans les villages, c'est vraiment la culture c'est la culture là-bas. Je parle pas de la corrida, moi, c'est vraiment les fêtes avec des taureaux. Il y a les taureaux piscines, mais il y a les lâchers de taureaux dans les rues, etc. Le taureau ne risque absolument rien. D'ailleurs, c'est plus les gens qui prennent des risques que les taureaux. Il y a plus de morts chez les gens que chez les taureaux. Il n'y a pas de taureaux morts dans ces trucs-là. Il n'y a que des hommes qui meurent. Par accident, mais. C'est pas du tout le cas. Voilà, non, c'est pas la corrida. Moi, d'ailleurs, j'ai jamais vu une corrida. J'adore les taureaux, j'adore la culture avec les taureaux, mais je n'ai jamais vu une corrida. Il n'y a pas besoin dans ces villages, enfin dans cette région, il n'y a pas besoin d'aller voir une corrida pour voir des taureaux. Toutes les fêtes de village, il y a des taureaux. Donc ça fait vraiment, ça c'est aussi une chose qui fait partie de ma culture, quoi, les taureaux. Donc je vais ensuite au lycée à Montpellier, en particulier au lycée Mermoz, qui est le plus grand lycée de France d'ailleurs. Hein. C'est le lycée où il y a le plus d'élèves en France. Donc moi j'ai eu une bonne scolarité au lycée Mermoz, dans une des meilleures classes. Hein. C'est la classe qui était amenée à passer le bac C à l'époque, le bac scientifique, qui aujourd'hui je crois que s'appelle le bac S. Donc je passe mon bac, pas terriblement d'ailleurs. J'ai pas eu de. En fait, à toutes les matières principales, je n'ai eu que 10. Et la moyenne. Oui, mais sauf qu'avec d'autres matières, j'avais moins de la moyenne. Et quand je vais voir les résultats du bac, j'arrive pour demander les résultats, parce que je ne vois pas mon nom sur la feuille des reçus. Donc je vais voir à une table où quelqu'un peut répondre aux questions, et elle me fait « Ah, c'est vous le cas particulier ». Oui, ça ne m'étonne pas, effectivement, je suis un cas particulier, mais vous allez m'expliquer pourquoi. Et en fait, il se trouvait qu'avec les options, j'avais le bac, mais tu ne peux pas avoir les points des matières en option au premier tour. Donc avec les matières classiques, je n'avais pas le bac, mais en allant, si j'avais eu les points, ils auraient rajouté les options, ça aurait marché. Mais là, ça ne marchait pas, et donc il fallait que j'aille au rattrapage pour pouvoir bénéficier des points de mes options. Et déjà, de facto, j'avais le bac. Donc en fait, moi j'ai été au rattrapage par pure forme. Donc, c'est vrai que c'est particulier. Et une chose que je n'ai pas dite, c'est que depuis toujours, j'ai été passionné de dessin. La première chose que je me rappelle, c'est effectivement d'avoir dessiné. Depuis 3 ans, je dessine. Et en cours, je passais mon temps à dessiner. Depuis l'âge de 3 ans que tu dessines. Ah oui, oui, depuis 3. Ben, quand on est passionné de dessin, je pense que... C'est inné. Oui, c'est inné. Tous les passionnés de dessin s'y reconnaîtront.
Dès qu'on a un stylo dès qu'on est petit, qu'on a un crayon dans les mains, on dessine. Hein. Tu gribouilles, Et moi j'ai passé ma scolarité à dessiner. J'étais au fond de la classe, je dessinais. Hein. Bref. Et bon, ça c'est une chose à retenir, le côté artistique. D'ailleurs, à propos de ce côté artistique, tout à l'heure j'ai dit que j'étais né le 1er février 73, et en fait je suis Verseau. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, enfin tout le monde je pense connaît son signe astrologique, et moi il se trouve que je suis Verseau, et lisez la définition d'un Verseau, en fait je suis le Verseau au pied de la lettre. Je suis l'archétype du Verseau. C'est les caractéristiques, je dirais, c'est justement c'est artiste, humaniste, révolutionnaire. Effectivement, ça te correspond parfaitement. Et donc tu prends une présentation du Verseau, tu te dis, t'as l'impression que le gars il m'a décrit. C'est incroyable. Alors je sais pas si ça fait la même chose pour pour tout le monde, mais bon, en tout cas voilà, c'est un fait quoi. Donc j'ai un côté artiste et donc j'arrive, je passe mon bac et là on se dit qu'est-ce qu'on fait après quoi. Parce que c'est l'époque où il faut quand même commencer à orienter sa vie. Je m'étais dit, bah, vu que j'aime le dessin, dans quoi est-ce que je pourrais dessiner? Peut-être dans la pub. J'avais une idée de faire peut-être dans la pub pour exploiter le côté artistique. Mais je voulais pas faire un truc trop précis, faire des écoles, de pseudo-écoles de pub. Je me suis dit peut-être que je vais faire pour avoir plusieurs cordes à mon arc, peut-être aller en fac de sciences éco. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'étais en fac de sciences éco. Et autant j'ai eu un bon parcours scolaire jusqu'à présent, autant là c'était un petit peu la cata. À la fac, première année, pourtant j'ai travaillé, hein, mais moi j'essayais de comprendre ce qu'on me racontait. Ouais. Bon. Et ça n'a pas marché. La première année, je me suis planté la première année. La deuxième année, alors là j'ai rien foutu, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit, et là pour le coup je l'ai eu. D'accord. Et alors, pour l'histoire, en fait, je me suis inscrit une troisième année, mais là, en fait, dans le courant de ma deuxième année, j'ai eu des opportunités. Enfin, quelqu'un m'avait fait une proposition pour faire du dessin, et donc, en fait, ça m'a un peu coupé les pattes. Déjà, ce que je faisais ne m'intéressait pas. J'ai eu il y a eu des choses intéressantes quand même à la fac, j'ai retenu certaines choses, mais de manière générale, ça ne m'intéressait pas, et donc j'ai un peu décroché. Je me suis quand même inscrit à la fac pour passer, enfin, en deuxième année. Et j'y suis jamais allé. J'ai passé une année à faire la fête. D'accord. Je sortais tous les soirs à Montpellier. Montpellier, à l'époque, dans les années 90, c'était une grosse ville très festive. Montpellier, c'est une ville très étudiante, d'une part. Et à l'époque, il y avait des boîtes énormes. C'était énorme dans le sens super. Pas forcément très grande, mais Oui, quoi qu'il y en avait, mais c'est plutôt dans ce sens-là. C'était une ville très festive. Les années 90, j'y retourne aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Hein. J'ai beau avoir changé. Moi, je côtoie toujours le milieu de la nuit, enfin des gens festifs de la nuit. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Mais dans les années 90, Montpellier, c'était énorme. Et donc, pendant un an, je suis sorti quasiment, mais presque tous les soirs. Hein. Presque tous les soirs pendant un an. Et bon, au bout d'un moment, à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait le service militaire. Oui. Et donc, pareil, on ne pouvait pas commencer sa vie. Alors, beaucoup de gens esquivaient le service militaire, mais moi, j'ai toujours eu la passion de tout ce qui est militaria. Je ne voulais pas être militaire, moi c'est pas le métier de militaire. Je comprends par un révolutionnaire qui défend son pays, mais un militaire qui va sur ordre dans un pays étranger pour buter des gens qui l'auraient demandé. C'est différent. Bon, ça c'est pas mon truc quoi. Mais par contre, avoir une formation militaire, etc., ça je voulais l'avoir. Et donc je n'ai pas fait comme beaucoup, essayer d'esquiver le service militaire. Et non seulement je ne l'ai pas esquivé, mais moi j'ai voulu être chez les meilleurs. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon service militaire dans les parachutistes. Alors je ne dirai pas où pour éviter de donner trop de détails, trop d'informations. Mais voilà, donc à l'époque, le service militaire c'était 10 mois. Et moi en fait j'étais de la 04, c'est-à-dire le contingent du mois d'avril. Et je finissais en janvier. Bon, alors finir au mois de janvier, c'est un peu bâtard comme date. Et moi, je m'étais dit, je vais faire un service long pour attendre l'été. VSL. Un VSL, ça s'appelle donc un VSL, Volontaire service long. volontaire service long. J'ai fait deux VSL de 2 mois. Donc ça m'a mené au mois de mai-juin. Et je suis parti. Alors moi, j'étais sergent en plus. Déjà dans les parachutistes, on a une meilleure solde. Et en plus, j'étais sergent, donc j'avais quand même une bonne solde. Je me suis acheté une voiture à cette époque-là.
Voilà, donc je sors du service national, j'ai ma voiture, c'est les vacances. Bon, je sais pas trop quoi. Pour l'instant, alors là, pour le coup, là maintenant, j'ai la vie devant moi. Et que faire? Tu vois, j'ai des études, ça n'a rien donné. Le seul truc que je sais faire, en fait, c'est dessiner. Dessiner, Ouais, le bon. dessin. Ça en toi. Et je suis à Montpellier, pendant les vacances, bon, je sortais de l'armée, donc j'avais encore le truc, j'étais encore dedans en fait, hein. Et j'ai encadré une préparation militaire parachutiste. Il y avait un centre de formation, et pendant que j'étais dans ce centre de formation, je crois que c'est quand j'étais là-bas, un jour je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, et je crois que c'est là-bas que j'ai eu le déclic, je me suis dit, il faut que je fasse du dessin de presse, hein, du dessin politique, et pour ça, il faut que je monte à Paris. On était, je sais pas, peut-être en juillet 80, c'était juillet 96. Le 26 août 96, j'étais à Paris. D'accord. Et alors, il se trouve que j'ai eu la chance, ma mère travaillait dans l'immobilier, et elle connaissait quelqu'un qui louait un appartement sur Paris. Et du coup, on me l'a proposé. C'était un appartement dans le 16e. Alors, moi, le 16e, je ne savais même pas ce que c'était, hein. Étant de Montpellier, déjà, je ne connaissais pas du tout Paris. J'étais peut-être venu une fois en voyage scolaire, voyage scolaire. Ben, Paris, je ne connaissais pas du tout. Le 16e, je ne savais pas du tout ce que Pour c'était. qui débarque à Bon, Paris. tu me dis le 16e, moi, d'accord. Après, j'ai su que c'était le quartier soi-disant chic. Oui. Et bon, ceci étant, moi, j'avais pas un palace, hein. Moi, j'avais une chambre de 18 mètres carrés. Bon. Mais j'étais dans le 16e, dans un bon quartier. Donc, j'ai débarqué. Et j'ai débarqué, j'avais pas de travail. C'est un truc incroyable parce que j'avais l'appartement, mais j'avais pas de travail. Aujourd'hui, c'est absolument impossible d'avoir un appartement si t'as pas de travail, hein. Déjà, même quand tu as un travail, c'est déjà dur. Alors quand t'en as pas, Oui. vu que les loyers sont élevés, enfin si t'as pas de caution comme le bras jusqu'à la grand-mère, tu n'arrives pas à te loger, hein. Et là, j'ai eu la chance, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un appartement avant même d'être à Paris, avant même d'avoir un travail. Et mais bon, et donc là, évidemment, tu te dis, alors j'ai eu un petit peu d'argent de l'armée, mais pas de quoi tenir pendant 6 mois, hein. J'avais droit à rien, pas de chômage, rien, hein. Donc, enfin, en tout cas, je me suis même pas posé la question d'ailleurs, tiens. Oui, oui. Après coup, c'est vrai que ben, vu que j'ai jamais travaillé, je risquais pas d'avoir le chômage. Et je me disais, alors, j'avais aucune relation, je connaissais personne, hein. Ben, je vais peut-être faire comme j'ai vu à Montpellier, bosser dans des bars sympas où tu peux te faire des relations, etc. Bon, donc je vais dans un organisme de placement de garçons de café, et j'étais arrivé le vendredi. Le mardi, je travaillais. Le mardi, je travaillais au Café Lef, à 50 mètres, sur les Champs-Élysées, à 50 mètres de l'Arc de Triomphe. D'accord. Beau quartier en plus. Ouais, mais moi, si tu veux, j'avais vu comme une espèce de signe, quoi. Tu vois, t'arrives, enfin bon. Et bon, ceci étant, moi, c'était pas mon truc, hein. Premier jour, dans ce café-là, moi, j'avais jamais servi, donc je ne leur ai pas convenu. Le lendemain, on me replace ailleurs. J'ai travaillé dans une pizzeria en face Saint-Lazare. Et là, j'y suis resté 2 semaines. Là, ça m'a complètement gonflé. Et parce que je voyais bien que c'est très prenant. En fait, je faisais le midi et le soir. J'avais pas 5 minutes à moi. Je rencontrais personne. C'est un truc à touriste. Tu rencontres personne. Tu peux te faire aucune relation. Et en plus, j'avais même pas le temps de dessiner. Et, donc, j'ai quitté ce secteur-là pour entrer dans autre chose. Et cette autre chose qui est aujourd'hui, dans lequel je suis toujours, hein, c'est le métier qui me nourrit, quoi. Alors pareil, je ne préciserai pas ce que c'est, mais bon, voilà, donc moi je vis de mon travail, hein. J'ai toujours vécu de mon travail. Et, et donc à partir de cette époque-là, là j'ai beaucoup dessiné. Là, pendant 1 an, j'ai beaucoup dessiné. Des dessins d'actualité, que j'ai présenté. Les dessins de presse, il n'y a pas beaucoup enfin, pour moi, les journaux avec des dessins de presse, c'était Le Monde, Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de journaux, hein. Bon, Le Monde, déjà, dans mon esprit, c'était hors de question. C'est pas du tout ma ligne. Alors, les autres non plus, c'est pas ma ligne, hein. Oui. Moi, je n'ai jamais. Alors, c'est une chose que je n'ai pas dite, c'est que mes parents étaient plutôt, disons, socialisants. Ils votaient socialistes, quoi. Sans trop, ils ont été très déçus par Mitterrand, mais ils étaient plutôt socialistes. Donc moi j'ai toujours baigné dans une culture de gauche.
Plus, tu vois, mon grand-père était résistant, réellement, hein, il était... Et donc, pour mon père, moi je ne l'ai pas connu mon grand-père, mais c'est mon père qui m'en a parlé, donc pour lui, l'antifascisme, c'est lui parler. Donc, tu vois, une famille socialisante, avec un passé résistant, mes grands-parents qui ont fait la guerre 14, enfin 39-45, mais ils ont tout fait, quoi. Quand on te dit qu'il n'y avait pas de Français en France, si, il y a des Français en France, hein, bon, ça existe. Hein. Donc, très patriote et très antifasciste, tu vois. Et j'ai mis du temps à... Alors, par contre, je ne suis jamais tombé dans le piège qui est apparu dans les années 80 de l'antiracisme. Ça, j'ai toujours senti que c'était faire un bras d'honneur aux Français. Ouais. C'était vraiment une insulte aux Français, l'antiracisme. Tu as tout de suite compris ça. Ah, ça, je l'ai senti tout de suite. Ouais. Que des Arabes viennent te parler d'antiracisme, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent te cracher à la gueule. C'est eux qui viennent te dire que tu es raciste. Toi, tu es dans ton pays, c'est eux qui viennent t'insulter. Il y avait un truc qui était très pervers dans cette histoire-là, et vraiment, j'ai jamais adhéré. Mais pourtant, donc, milieu de gauche, etc. Bon. Et d'ailleurs, en arrivant à Paris, tout de suite, je me suis inscrit. Moi, tu sais, moi, je suis radical. Moi, je suis un mec radical. Je me suis inscrit au Parti radical socialiste. Parce que je pensais que c'était des socialistes radicaux, tu vois. Bon, j'ai compris que c'était pas ça, quoi. J'avais aucune culture politique. Hein. Encore une fois, les mots sont galvaudés. Mais ah oui, mais moi, je prends les mots au pied de la lettre, tu vois. Bon, et alors, j'ai compris ce que c'était, les socialistes. Hein. C'est une vieille machine faite pour garantir les places de quelques notables. C'est ça les radicaux socialistes. Hein. Bon. Donc, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 1 an. Mais là, je reviens donc 1 an, donc jusqu'à fin 97. Et donc, je reviens sur mon arrivée à Paris. Je commence à travailler, mais surtout, je commence à lire. Puisqu'à Paris, quand on se déplace... Alors, c'est peut-être pas partout pareil, dans toutes les villes de province, mais quand on est à Paris, on prend quand même beaucoup les transports en commun. C'est quand même... à part, en dehors du deux roues, le transport en commun, c'est quand même ce qui est le plus pratique. Et bon, bien que j'avais une voiture hein, à l'époque, je ne pouvais pas prendre la voiture aux heures de pointe, etc. En fait, je préférais prendre le transport en commun. Et là, je me mets à lire. Et je ne sais pas pourquoi. Ça devait être vers fin 96, quand exactement, je ne sais pas, mais d'un coup, j'ai envie de m'intéresser, de lire de vraies choses, tu vois, pas des journaux, de lire de vrais bouquins. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'intéresser à la Révolution française et à Robespierre. Bon, j'avais déjà lu un petit bouquin sur Robespierre qui ne m'avait pas spécialement marqué. Mon père m'en avait parlé alors que lui-même, il n'y connaît absolument rien. Et je me suis dit, bon, ben, je vais lire un bouquin sur Robespierre. Bon. Alors là, ça a été le choc. Hein. Là, j'ai eu la chance de tomber par hasard sur une des meilleures biographies de Robespierre, qui est celle de Jean Massin. C'est pas la plus grosse, mais c'est la plus abordable, et elle est très honnête. Et dedans, on trouve beaucoup d'extraits du discours de Robespierre, et moi, ça m'a soufflé. Le personnage m'a soufflé. Pour moi, Robespierre, c'est comme William Wallace dans Braveheart. Ouais, d'accord. Là, c'est le même genre, enfin, l'émotion, mais x10. Ouais, la même émotion x10, quoi. C'est le patriote français, quoi. Le héros français, le héros du peuple français qui se fait zigouiller justement par tous les gens de la classe précédente et qui se fait encore insulter par les gens qui n'ont rien compris. Qui sont tombés dans le piège de toutes les calomnies déversées sur lui. Bref, une injustice incroyable vis-à-vis de ce bonhomme-là. Et donc voilà, la passion de Robespierre, la passion de la Révolution, et là par contre, là, je me mets à lire tout ce qui me tombe sur la main sur la Révolution. Et alors il faut savoir que la Révolution, c'est pas seulement des événements, c'est beaucoup de discussions philosophiques, de discussions de philosophie politique. Puisqu'ils ont établi 3 constitutions. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 2 premières. La Constitution de 91, faite par la Constituante, et la Constitution, évidemment, de 93, inspirée beaucoup par Robespierre, notamment la Déclaration des droits de l'homme, qui précède la Déclaration. Donc, c'est beaucoup de discussions philosophiques. Et évidemment, quand on lit de la philosophie, on est amené à réfléchir soi-même de son côté. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, on est dans le courant de l'année 97.
et je réfléchis à des petits sujets, et puis je commence d'ailleurs à écrire sur des petits sujets. Je n'ai jamais écrit, hein, ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'étais pas du tout littéraire, hein. Je dessinais, mais j'étais pas du tout littéraire. Et, et je me mets à écrire sur des petits sujets, et un jour, je me pose la question sur l'argent. On est quand même dans un monde qui tourne autour de l'argent, donc c'est pas quand même quelque part très étonnant, quoi. Tôt ou tard, on se pose la question. Bien sûr. Et donc je me pose la question, et je me dis, et si l'argent, et si on fonctionnait sans argent? Alors déjà, il faut bien comprendre qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de tenir le discours que j'ai aujourd'hui. À l'époque, je ne savais même pas de quoi je parlais. J'avais de l'argent, les idées que tout le monde a. Bon, en tout cas, je me dis, bon, pourrait-on imaginer un système sans argent? En tout cas, sans monnaie, comme je dirais aujourd'hui. Alors j'envisage deux solutions. Un système où il n'y avait réellement plus de monnaie. Bon. Et un système où le travail serait rémunéré en fonction des heures, en fonction du nombre d'heures. Alors j'ai appris depuis que les nazis avaient eu un système un peu pareil, basé sur le travail. Je ne sais pas comment ça fonctionnait leur système, mais bon, moi dans mon idée, je me dis, tant d'heures correspond à tant d'argent, voilà. Et donc donc j'ai deux hypothèses. Pour chaque hypothèse, je fais deux colonnes, avantages et inconvénients. Et je me pose mes questions, je cherche des réponses. Et dans les deux cas, je me retrouve avec plus d'inconvénients que d'avantages. Et ça, c'était quel que soit le travail. La rémunération, justement, en fonction du nombre d'heures, quel que soit le travail. Justement, c'est les questions à se poser, parce que c'est les problèmes à résoudre. Parce qu'il y a des travaux, par exemple, tu es pianiste, si tu fais un concert, tu vas jouer 1 heure, mais pour faire un concert d'1 heure, il faut travailler pendant combien de temps, tu vois. Comment tu fais pour mesurer tout ça, quoi, comment tu l'évalues, en fait. L'évaluation est très compliquée en réalité, et même impossible. Et donc au final, du coup, j'ai abandonné cette hypothèse-là, pas plus que j'ai retenu l'autre hypothèse on supprime purement et simplement la monnaie. Bon, pour X raisons, je me retrouve avec plus d'inconvénients que d'avantages. Donc je me dis, c'est pas possible, s'il y a une solution, en tout cas, c'est pas ça. Et ça tourne. J'abandonne ces solutions-là, mais ça continue à tourner dans mon esprit. Et je pense que c'est 3 jours après, donc on était le 4 décembre 97, c'est là que j'ai le déclic. Un citoyen doit pouvoir accéder au marché librement parce qu'il est citoyen. Ça fait partie du droit des citoyens, enfin des droits du citoyen. Voilà, 5 heures du matin. Et là, quand on dit ça, déjà, en fait, on ne peut même pas le formuler. Un capitaliste ne peut même pas formuler cette idée. Parce qu'en fait, ça nécessite de recourir à des notions qui n'existent pas. Quand je parle d'un citoyen qui a le droit d'accéder au marché, parce qu'il est citoyen, ça n'a pas de sens, parce qu'aujourd'hui, la citoyenneté est vide de sens. Ça suppose qu'on soit le citoyen avec des devoirs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le devoir de participer à la vie de la cité. En fait, dans cette phrase, il y a déjà tout. Et donc, c'est quand même... A priori, c'est impossible de concevoir une phrase dans laquelle il y a déjà tout, puisque tu n'as rien au départ. Et là, d'un coup, je comprends, mais c'est 5 heures du matin, et là, j'ai compris que j'avais mis le doigt sur vraiment quelque chose d'essentiel, vraiment de révolutionnaire. Et j'appelle ma mère, il est 5 heures du matin. Il fallait que je dise à quelqu'un, j'appelle ma mère. J'ai des relations aussi avec mon père, mais c'est plus souvent ma mère qui m'appelle, du coup, bon, voilà, j'appelle ma mère, et je lui dis, maman, la révolution est née. Il est 5 heures du matin, c'est bien mon fils, va te recoucher. Ouais. Bon. Et elle n'a toujours pas compris depuis. Hein. C'est vrai. Elle n'a toujours pas compris. Ouais. Bon. Et en tout cas, là, de ce jour-là, le 4 décembre 1997, je comprends que j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. Alors, on pourrait dire que j'ai une espèce de vision, ou un flash, pour avoir une image un peu plus juste, c'est un petit peu comme, je dirais, qu'un artiste qui d'un coup a un trait de génie. Par exemple, un compositeur, quelqu'un qui écrit des chansons. Et en fait, en une fraction de seconde, il a toute son œuvre. Après, il faut du temps pour la réaliser, la concrétiser. Mais en une fraction de seconde, il a toute son œuvre. Ça me fait penser, par exemple, comment il s'appelle Balavoine. Sa chanson Le Chanteur, il l'a écrite comme ça, tout de suite. D'accord. Voilà, il a une idée. Après, ouais, tu prends le temps de l'écrire, mais l'idée, la trame, etc., il l'a tout de suite. Quoi. Ben là, en fait, je dirais que c'est un petit peu pareil.
Et, et donc à partir de là, je me mets vraiment à écrire. Alors, tout de suite, là, le 4 décembre 97, je suis littéralement atterré. Je me dis, c'est pas possible. C'est un truc de... Là, parce que d'un coup, je vois quand même s'ouvrir devant moi un horizon absolument incroyable. Et je sens qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Mais ça va très loin, parce que là, on est en train de remettre en cause l'argent. Hein. On est en train de remettre en cause tout le système. Alors, peut-être que d'autres ont eu l'idée avant moi. Je sais pas. J'espère. Comme ça, ils auront fait peut-être le boulot. J'y crois pas trop. Hein. Bon, je vais je me dis, je vais aller voir dans les librairies s'il n'y a pas déjà des gens qui ont écrit là-dessus. Je vais au quartier Saint-Michel, voir les librairies, et très rapidement, je me rends compte, je suis convaincu qu'il n'y a rien. J'avais posé la question aux vendeurs s'ils n'avaient pas des bouquins sur des sociétés sans argent, etc. En fait, je me rends compte, je sens tout de suite qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, je repars, et là, dans la rue, je planais littéralement. Et c'est pour ça que dans mes œuvres, on va retrouver souvent l'image de la matrice. J'étais dans la rue et je voyais l'argent. Je sentais que l'argent était partout. C'est comme dans le film Matrix, où on voit effectivement la matrice partout. Quoi. Ouais. Et cette image-là, en fait, ce que j'ai ressenti ce moment-là, ça a marqué. Et c'est pour ça que le film Matrix m'a marqué aussi par derrière, plus tard. Parce que moi, donc là, on est en 97, et Matrix, c'est sorti en 99. Oui, 2 ans après. C'est sorti 2 ans après. Mais quand j'ai vu, dans le film, j'ai vu ces images-là, moi, ça m'a parlé tout de suite. Hein. Ça m'a renvoyé à ce que j'avais vécu ce jour-là du 4 décembre 97. Et donc, à partir de là, je me mets à écrire. Et donc, j'écris une première... Alors, j'écris, mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, je baignais dans la Révolution française. La Révolution française, dans laquelle on fait beaucoup référence à l'Antiquité, donc... alors je m'étais aussi intéressé à l'Antiquité, et dans ma façon d'écrire, je faisais des références à des faits de l'Antiquité, enfin, totalement... Aujourd'hui, c'est totalement hors sujet, c'est totalement déplacé. Bref, en tout cas, j'écris une première version de ma théorie, dans laquelle je résous les problèmes justement qui se posent, comment fonctionne une entreprise, comment ci, comment ça. D'ailleurs, l'armée m'a beaucoup servi par rapport à la question des entreprises. Bon, en tout cas, je retrouve dans la façon dont je conçois l'organisation de l'entreprise ce que j'ai vécu à l'armée. C'est-à-dire que dans mon système, tous les employés d'une entreprise sont l'entreprise. Ils sont, vis-à-vis de la société, ils sont l'entreprise. Et donc, quand il y a des sanctions, quand la cité veut sanctionner une entreprise, elle sanctionne en fait tous les employés de la même manière. En fait, c'est ce qu'on appelle à l'armée des sanctions collectives. Oui, c'est ça. Et je sais que ça marche, les sanctions collectives. Je sais que ça marche dans le sens où, quand on est confronté à des sanctions collectives, mais qu'on est prévenu à l'avance que s'il y a un problème, il y aura une sanction collective, en fait, il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde marche droit, et finalement, tu n'as jamais besoin de sanctionner. Ça, c'est une chose qui m'a servi donc pour la question des entreprises. Mais bon, il y a la question des retraites, la question du chômage, enfin, il faut traiter tout ça. Et tout ça, je le fais tout de suite. Hein. C'est dans les... Je ne sais plus combien de temps j'ai peut-être mis 3 mois pour écrire mon premier bouquin. En tout cas, la première version de cette théorie. Et tout est dedans déjà. D'accord. Tout est déjà dedans. Par contre, je me décide à réécrire, comme c'était pas non plus très bien écrit, je la réécris. Et la deuxième version, je l'ai perdue. Je l'ai perdue à cause d'un virus. J'ai jamais pu la récupérer. D'ailleurs, c'est pour écrire, parce que quand je dis que je l'ai écrit la première fois, je l'ai écrite à la main. D'accord, manuscrit. Elle était manuscrite. Donc, il fallait la taper. Donc, je crois que je l'ai tapée. Et puis, et après, c'est d'ailleurs pour taper cette première version que j'ai acheté l'ordinateur, mon premier ordinateur. Donc, tu vois, on est en 98. Hein, c'est pas nouveau les ordinateurs, mais moi, je n'avais jamais eu. Moi, j'étais pas un fan de jeux vidéo. J'avais jamais d'ordinateur. Une utilité jusque-là. Voilà. Et donc, je m'y mets. En fait, j'avais eu une expérience, une fois dans mon village, j'avais été à un cours informatique, ça m'avait complètement dégoûté. Hein. À l'époque, pour faire de l'informatique, il fallait être programmeur. C'était complexe. Voilà, l'informatique, j'avais été vacciné par rapport à l'informatique. Mais effectivement, ça avait totalement évolué. D'ici la fin
Dans les années 90, ça n'a absolument plus rien à voir. Euh, c'est comme conduire, tu n'as pas besoin d'être mécanicien pour conduire. C'est pareil. Et donc, je m'y lance avec quelques appréhensions. Et bon, voilà, donc j'ai écrit, et puis la deuxième version que j'ai écrite, virus, tout perdu. Tout perdu. Alors là, bon, là on est au début on arrive donc grosso modo en Les années 2000. dans les années 2000, ouais. Et là, donc j'ai écrit ma théorie. Bon, il faut voir qu'à ce moment-là, j'avais même pas Internet encore, hein. Bah, évidemment, j'avais même pas l'ordinateur, donc moi, je l'ai eu rapidement. J'ai dû avoir Internet en 2000-2001. Oui, bon. Mais à peu près quand c'est À peu près arrivé. quand c'est sorti, Voilà, à France, peu près quand c'est sorti. Ouais. Mais donc, jusqu'à présent, je connaissais personne, j'étais dans mon coin, isolé. Tu vois. C'est important de le comprendre parce qu'il existe une théorie qui s'appelle l'antimonétisme, dans laquelle on trouve certains éléments qui peuvent ressembler à ma théorie. Mais cette théorie-là, je ne la connaissais pas du tout. Ouais. À l'époque, j'avais aucun moyen de la connaître. Faut pas te taxer d'avoir pompé dessus. Non, mais d'ailleurs, la philosophie n'est pas la même. Il n'y a enfin, il y a aucun point commun en réalité. Et donc, début des années 2000, je crois, tout ça, ça remonte donc presque à 20 ans maintenant. Alors, je sais que je crée un site sur l'abolition de l'argent et un autre site sur Robespierre. Et c'est donc sur le site de l'abolition de l'argent, ben, j'expose ma théorie et je parle d'ailleurs aussi de Robespierre. Mais je crée un site à part qui s'appelle Robespierre, incorruptible hier, inconnu aujourd'hui, qui sera en fait le fond d'un travail que j'ai toujours pas fini. C'est une chronologie de la Révolution française relativement détaillée, avec inséré les discours de Robespierre. Alors le site a disparu, mais moi évidemment j'avais les fichiers, donc ce travail-là je l'ai gardé. Ça me sert aujourd'hui donc de trame pour un ouvrage que je prévois, que je n'ai pas encore fini, et qui s'appellera Robespierre et la Révolution au jour le jour. Et c'est ce travail-là qui m'a permis de faire donc rapidement ce que je te disais tout à l'heure, mon bouquin sur Robespierre par le français. Parce qu'à ce moment-là, tout le travail était fait déjà. Ouais. Et donc, vers cette même époque, j'écris Le réquisitoire contre l'argent. Et c'est là, en fait, que je comprends ce qu'est l'argent. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas réellement compris. Je tournais autour. Mais la définition de ce que j'appelle l'argent, que je définis comme étant la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger, c'est à ce moment-là que je l'ai. Et c'est après avoir commencé à écrire. D'accord. Je ne l'avais même pas au début. Donc, ça s'appelle le réquisitoire contre l'argent ou théorie d'égalité. Et ça, quelque part, ça complète. En fait, ça reprend grosso modo la première partie de ma théorie. Parce qu'il y avait deux parties dans ma théorie, il y avait pourquoi et comment. Le réquisitoire correspond à peu près au pourquoi. Et le civisme, lui, que j'écris ensuite, va correspondre au comment. Comme j'ai déjà écrit la théorie du civisme, je ne vais pas la réécrire tout de suite, et j'écris un livre plus consensuel, que je pense en tout cas plus consensuel, vu que j'écris quand même sur l'argent, je dénonce l'argent et je défends Robespierre, c'est quand même deux sujets quand même assez lourds. J'écris une théorie de la propriété, dans laquelle j'explique, selon moi, ce qu'est la propriété dans l'absolu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de propriété, hein. Je dis ce qu'elle est dans l'absolu, et je montre que notre conception de la propriété est influencée en fait par l'argent. On ne voit la propriété qu'à travers l'argent. Vu que la monnaie sert à acheter, donc à s'approprier, en fait on a une conception de la propriété totalement liée à l'argent, totalement liée au système monétaire. Et donc j'explique tout ça. Et donc là, non. Après ça, il me semble que je réécris. En fait, comme j'ai le réquisitoire, la théorie de la propriété, je me dis, je vais faire une trilogie. Il y aura donc la théorie de la propriété, le réquisitoire et la théorie. Et il faut donc que je réécrive la théorie. Et c'est là donc que je réécris. Pour la troisième fois. Pour la troisième, je ne sais même plus si c'est 3 ou 4 fois. Au moins pour la troisième fois, je réécris donc le civisme ou théorie de la cité, qui reste aujourd'hui mon ouvrage de référence. Voilà, donc ça c'est fait. Et là, bon, je me retrouve un petit peu sans rien faire.
sans ouvrage. Mais bon, on n'est jamais en peine, hein. Et là, je me lance dans, donc toujours par... en fait, j'alterne toujours un coup la révolution d'hier, un coup la révolution d'aujourd'hui. Pour pas être toujours dans le même sujet, voilà, je varie les plaisirs. Et là, je me lance dans un... Pour compléter ma connaissance de Robespierre, je me lance dans l'étude des arrêtés du comité de salut public. Alors d'abord ceux signés par Robespierre, et puis ça m'a paru... alors j'avais trouvé un bouquin comme ça m'a paru trop limité, parce que les arrêtés se complètent. Et moi, j'ai que ceux signés par Robespierre, donc il manquait des choses. Et là, je me lance dans la lecture de la série d'Alphonse Hollard, des recueils des actes du comité de salut public, avec la correspondance des représentants en mission. Donc là, c'est tous les arrêtés, tous les décrets en rapport avec les missions, et toutes les lettres des représentants en mission. Mais la lecture, je me rends compte très vite en fait que la lecture seule ne suffit pas. Parce que si on ne prend pas de notes, ça fait 20 volumes de 800 pages. Donc si tu veux, si tu ne prends pas de notes, c'est ça. En plus, moi j'ai une très mauvaise mémoire. Ça c'est une chose aussi d'ailleurs qu'il faut que je note. J'ai une très mauvaise mémoire. Je peux retenir certaines choses, mais moi je lis un bouquin, je ne retiens rien du bouquin. Et je ne retiens même pas le nom de l'auteur. Donc la Révolution, j'ai beaucoup lu, donc j'ai retenu, mais lire ne m'apporte pas grand-chose. C'est pour ça d'ailleurs, et d'ailleurs à l'époque, quand j'ai commencé à écrire, je n'avais quasiment rien lu. J'avais beaucoup lu après. Tu vois, ça c'est une chose qui fait mes romans, c'est que c'est pas mes lectures qui m'ont influencé, hein, puisque je n'avais quasiment rien lu. Bon, éventuellement la Révolution, mais les idées que je défends, on ne les retrouve pas à l'époque de la Révolution. D'ailleurs, mes idées, on ne les retrouve nulle part. Aucune lecture n'amène à mes idées. C'est un système qui se suffit à lui-même, qui découle d'un principe qui n'a été posé par personne. Donc, aucune théorie antérieure n'amène à mon... Alors moi, par exemple, je parle de contrat social, mais si on lit Rousseau, il n'y a pas de contrat social dans Rousseau. En réalité, il ne définit pas un contrat social. Donc, moi, dans mon bouquin, il y a un contrat social, article par article. Il y a une déclaration des droits de l'homme. Il y a des droits, des devoirs, des droits de l'homme, du citoyen et de la cité. Mais rien n'amène à ces idées-là. Et donc, c'est après que j'ai lu. Par exemple, un livre qui m'a intéressé, c'était L'âge de l'accès, de, je ne sais même plus comment il s'appelle, L'âge de l'accès, et c'était par quelqu'un qui a écrit aussi un bouquin qui s'appelle La fin du travail. Mais je dis ça parce qu'en fait, le terme accès vient de cette lecture-là. Quand je parle du droit d'accéder au marché, ce terme-là me vient de cette lecture. Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Et donc, on en est après l'écriture du civisme, et donc je me lance dans une compilation des arrêtés du comité de salut public. Et ça, c'est une chose qui me prend énormément de temps. Ça va prendre des années. Des années, j'ai mis au moins 3 ans pour faire ça. Rien que l'index m'a pris un an et demi. Rien que pour faire l'index. Parce que c'est pas un index automatique, c'est un index à la main. Ah oui. Rien que l'index m'a pris un an et demi. Et là, je suis en train de préparer une version pour l'imprimer. Donc là, on est au mois de septembre, j'y suis depuis le mois de janvier. Donc pour ça, je retourne aux archives, etc. Ce que j'avais déjà fait à l'époque. Mais à l'époque, c'est pas pour le comité de salut public que je vais aux archives. C'est qu'une fois que j'ai fini ce travail-là, pour compléter, parce que j'ai commencé à avoir des idées sur certains points, et pour vérifier ces idées-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un travail sur le tribunal révolutionnaire, sur les exécutions à Paris. Alors je commence à faire un travail à partir de ce que je peux trouver sur Internet, à partir de bouquins que j'ai, dans lesquels on trouve des listes, mais les matériaux dont je dispose ne sont pas totalement fiables. La seule façon d'avoir un travail sérieux, c'est d'aller aux archives, et il se trouve que, par bonheur, on a toutes les archives, ce qui est absolument incroyable. On a toutes les archives du tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire à 200 ans, on a tout. Et là, par contre, j'y vais, et là, je sors tous les cartons, un par un. Ce qui me prend, pareil, presque 2 ans. Et là, je dresse la liste complète des gens
non seulement qui ont été condamnés à mort, mais de tous les gens qui ont été jugés. Et il y a beaucoup de gens qui ont été, énormément de gens qui ont été acquittés. Et mon idée, c'était, comme toujours pareil, artiste, dessin, visuel, je voulais faire un graphique pour parler aux yeux. Et donc, pour faire ça, il me fallait des chiffres exacts. Et finalement, donc, j'ai obtenu mes chiffres, j'ai fait mon graphique, etc. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore. Alors, j'avais déjà démarché beaucoup de maisons d'édition pour essayer de faire publier mes bouquins. Tout le monde avait toujours tout rejeté, que ce soit leur histoire contre l'argent, la théorie de la propriété, mes bouquins sur le enfin, toutes les maisons d'édition, j'en ai contacté beaucoup, ont toujours, les seules qui m'ont pas refusé, ce sont les maisons d'édition à compte d'auteur. Le compte d'auteur, c'est de l'arnaque. C'est l'auteur qui paye, qui fait tout, et la maison d'édition qui prend l'argent. Oui, d'accord. Bon, qui prend l'argent sans vendre tes bouquins. Donc tu imagines bien qu'elle ne se fatigue pas beaucoup pour les vendre. Donc en fait, tu te retrouves avec tes bouquins sur la bras. D'ailleurs, c'est un peu à toi. C'est à toi de faire toutes tes démarches commerciales, etc. Alors que ce n'est pas ton boulot. C'est le boulot. Normalement, c'est le boulot de la maison d'édition. Bien sûr. Donc le compte d'auteur, c'est vraiment de l'arnaque. Ça, je le dis à tous les gens qui écrivent, ne vous lancez pas dans le compte d'auteur. Éventuellement, vous pouvez imprimer pour votre compte, mais ne passez pas par une maison d'édition, si c'est à compte d'auteur. Et donc, à cette époque-là, je ne connaissais pas le système The Book Edition. Donc, j'ai mes bouquins sur les bras, et pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Je crois que c'est vers 2010 que je crée mon premier blog. D'ailleurs, à propos de blog, il faut savoir que les sites dont j'ai parlé tout à l'heure, le site sur la Révolution, sur l'abolition de l'argent et sur Robespierre, ont disparu. Parce que ils étaient sur un serveur qui lui-même a disparu. Donc j'ai perdu tout ce que j'avais fait. J'ai perdu ces sites-là. Ce que j'avais fait, j'en ai toujours j'ai toujours plus que des traces, j'ai toujours les textes. Mais bon, les sites eux-mêmes, par contre, ont disparu. Et donc vers 2010, je pense, c'est dans ces eaux-là, j'ai créé un blog, donc Philippe Lan 2, Réflexion politique. Et là, j'écris beaucoup d'ailleurs pour ce blog. Je poste beaucoup de choses, j'écris pour ce blog. Et c'est peu après que je découvre la possibilité donc de The Book Edition de pouvoir faire imprimer sur commande les bouquins. Alors, The Book Edition, ça fonctionne comment? On leur envoie nos dossiers. Alors, par contre, là, l'auteur fait tout de A à Z. Il fait l'intérieur, la couverture, il fait tout. Mais ça ne coûte rien à l'auteur. Enfin, à part la peine du travail, ça ne coûte pas d'argent à l'auteur. Parce que, en fait, The Book Edition se finance sur les ventes. L'auteur ajoute une marge au coût, c'est ce que lui va donc toucher, mais quelle que soit la marge que l'auteur s'accorde, The Book Edition est payé, puisque eux, ils ont établi leur coût avec leur marge, voilà. Et à partir de 2010, là, c'est là que je publie, que je mets la touche finale à certains bouquins pour pouvoir les publier, parce que vu que tout n'avait pas été destiné à l'édition à l'époque, tout n'était pas finalisé, donc là, je finalise tous mes bouquins, et petit à petit, j'imprime tout le travail que j'ai fait. Donc ça a commencé avec un texte que j'ai écrit et publié sur mon blog, qui s'appelle Principe universel de l'ordre social ou base de la société à usage universel. C'est un texte qui pose des principes, point par point. Je crois que c'est le premier bouquin que je publie sur The Book Edition. Vient ensuite Le réquisitoire contre l'argent et la théorie du civisme. Le civisme ou théorie de la cité. Viendront s'ajouter ensuite le civisme illustré, qui contient en fait des schémas que j'ai fait pour mon blog, pour illustrer, parce que dans la théorie elle-même, il n'y a pas de schéma. Les schémas sont très compliqués, en fait, souvent c'est très compliqué d'illustrer des concepts. Oui. Et donc, pour beaucoup de concepts, j'ai mis du temps en fait, à faire des schémas. Et tous ces schémas-là, je les ai réunis dans un bouquin qui s'appelle Le civisme illustré, avec la matrice en fond. Qu'est-ce qu'il y a ensuite derrière? Enfin bref, donc à partir de là, voilà, donc je publie, voilà, ça s'enchaîne. Et alors, donc ça c'est la partie de mon œuvre, mais après, d'un point de vue personnel. Donc,
2000, donc on est de fin des années 90, début 2000, je connais quasiment personne sur Paris, hein. Donc comme j'ai dit, j'ai été inscrit un an, à peu près un an, au Parti radical socialiste. Bon, et en fait, vraiment, je les ai quittés au moment où j'avais mes idées. Je sais que j'avais déjà mes idées quand je les ai quittés. Mais ça s'est fait à l'espace d'une semaine, hein. Je voyais plus du tout l'intérêt d'être chez eux, hein. Ouais. Et une chose que sûrement beaucoup de gens ignorent, puisque comme je n'ai jamais raconté ma vie, peu de gens le savent, j'ai aussi toujours en quête de gens, alors là pour le coup c'est en quête de gens qui peuvent comprendre ma théorie, de gens qui peuvent comprendre mon discours sur l'argent. J'ai été à la CNT, la Confédération Nationale du Travail. C'est le syndicat, ce qui se dit anarcho-syndicaliste révolutionnaire. C'est les rouges et noirs, le chat crevé. Voilà. Et alors pourquoi chez eux? Parce qu'en fait, eux, ils ont une culture de la guerre d'Espagne, durant laquelle il y a eu des expériences de communautés non monétaires. Donc je me disais, alors ça je le savais, et je me disais, bah, peut-être que ces gens-là, tu leur parles d'un système sans argent, et ils peuvent peut-être quand même te comprendre. Mhm. Bah, je me suis rendu compte que même eux, tu vois, n'entendaient pas mon discours. Bon. Alors non seulement ils n'entendaient pas ce discours-là, mais en plus, ils sont quand même très gauchistes. Enfin, c'est pas des gauchistes, mais ils sont vraiment anti-patriotes, quoi. Tu vois, pour eux, c'est des sans-frontiéristes. C'est-à-dire, pour moi, des idiots utiles du capital. C'est ça. Bon, donc, très hostile. Enfin, bref. Donc, au bout d'un moment, c'était quand même très lourd. Et donc, eux, j'y suis resté chez eux. Donc, ça devait être 2000. J'ai dû rester 2 ans chez eux. Chez eux, j'y étais encore à l'époque du 11 septembre. Je me rappelle, parce qu'après, à ce moment-là, j'allais au local. Au local de la CNT, hein. Mhm. Bon, donc voilà, l'expérience ne m'a pas apporté grand-chose, si ce n'est peut-être éventuellement savoir comment fonctionne un service d'ordre, parce que ça a beau être des anards, ils sont quand même assez ordonnés, c'est les plus ordonnés, je pense, que de tous les gauchistes. Et donc ils ont un service d'ordre, ils s'entraînent, etc. Enfin, c'est intéressant comme expérience. Oui, bien sûr. Mais d'après, du point de vue politique, en tout cas du point de vue par rapport à mon projet, je vais présenter des textes. Il y a même un texte qui a été publié dans leur journal, mais il n'y a pas eu d'écho. Bref, le truc est tombé à plat. Bon. Et donc après, en termes de vie politique, ben, la seule fantaisie, la seule, comment dire, pas fantaisie, la seule chose de remarquable, je dirais, bah c'est, alors, je sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être pareil ça devait être 2011, 2010-2011. J'écris un texte qui s'appelle, que moi j'avais baptisé La discrimination au berceau, où j'explique en fait que donner un prénom étranger à un enfant, mais c'est le discriminer au berceau, c'est pas lui donner des armes pour la société française. Voilà, c'est le discriminer au berceau, hein. Le titre dit ce qu'il veut dire. Et j'ai j'ai envoyé ce texte à Riposte laïque, qui l'a publié. D'accord. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu. Riposte laïque n'est pas un site, hein, n'est pas un groupe. C'est juste un site internet qui publie des textes que les gens leur envoient. Alors, il y a des rédacteurs, mais il y a beaucoup de contributeurs en fait. C'est souvent des gens qui envoient des textes. Et donc, je commence à avoir des liens avec Riposte laïque. D'ailleurs, je ne partage pas forcément leur ligne, hein. Mhm. On peut, mais c'est comme toujours. Il y a des gens avec qui tu as des points communs, tu as des idées, une sensibilité commune, comment dire, Affinité. non pas affinité, mais quelques points communs quand même au niveau des Oui. idées. Mais c'est pas pour autant que tu es sur la même ligne qu'eux. Et la collaboration qu'il y a suivi avec Riposte laïque, je publie une quarantaine d'articles quand même. Il suffit de me lire pour voir qu'en fait je ne suis pas sur la ligne. Ouais. Ils ont évolué, mais à l'époque ils n'étaient pas sur la même ligne. Et à l'époque, je pense que, enfin aujourd'hui ils sont sur la ligne que je leur proposais à l'époque. Mais à l'époque ils n'étaient pas sur cette ligne. Et bon, le fait est que donc, je rencontre Pierre Cassan, Christine Tazin,
Et un jour, Riposte laïque fait une conférence au local. Alors, je vais en parler parce que c'est sans doute une chose qui va intéresser les gens, puisque d'ailleurs c'est ce qu'on me reproche de connaître Serge Ayoub, d'être un proche de Serge Ayoub. Infréquentable. Voilà. Alors je pense que les gens qui disent ça sont moins fréquentables que, Oui, que c'est sûr. Serge, mais bon, on va au local, et donc la conférence se passe, et puis à la fin de la conférence, il y a quelques personnes, on discutait, et ça parlait de la Révolution, et Serge Ayoub était là, et Serge Ayoub défendait la Révolution, défendait Robespierre, donc forcément, Serge Ayoub m'a paru quelqu'un de très sympathique dès le départ. Serge Ayoub qui est sur une ligne, en fait pour moi je considère que Serge Ayoub est un jacobin. Il faut bien comprendre ça, il faut bien comprendre que les lignes, les mots ne veulent rien dire aujourd'hui. Il faut s'intéresser au contenant, au contenu, pas au contenant, pas à l'emballage, à ce qu'il y a dedans. Pour moi, Serge Ayoub est sur une ligne sociale et nationale, patriote, ce qui devrait être la ligne de base de n'importe qui dans n'importe quel pays du monde. Bien sûr. Et ce qui est le cas dans tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France où tu n'as pas le droit d'aimer ton pays. Bon, en France et peut-être dans quelques pays européens aussi, où on est quand même bien lobotomisé. Et dans tous les pays du monde, la base, c'est de commencer par aimer son pays. Quoi. Si tu n'es pas patriote, c'est mal parti. Hein. Il y a même tous les partis de gauche dans tous les pays du monde sont patriotes. Hein. Il n'y a qu'en France où il faut être un traître à son pays pour être de gauche. Ce qui est pour moi, par définition, quand tu es un traître à ton pays, tu ne peux pas être de gauche. Hein. Tu peux pas aimer tu peux pas être de gauche si tu ne défends pas ton peuple. Et si tu es un traître à ton pays, tu ne défends pas ton peuple. Donc tu ne peux pas être de gauche, par définition. Bon. Donc pour moi, Serge Ayoub est quelqu'un de gauche en réalité. De gauche authentique, de gauche au sens historique du terme. Robespierre est le fondateur de la gauche. C'est pas un gauchiste Robespierre. C'est un patriote, il est sur une ligne sociale, éminemment, et nationale. Voilà. Bon, donc voilà, donc à partir. Mais ceci étant, donc je n'adhère pas. Moi, j'ai mes idées à moi. Je n'adhère pas. Depuis, je n'ai plus adhéré à aucun parti, à aucune ligne. J'ai ma ligne à moi. Voilà. Après, je peux avoir des affinités avec des gens. Je peux côtoyer des gens. Je peux discuter avec des gens. Je peux rencontrer des gens. Mais je suis indépendant. Voilà. On ne peut pas me mettre dans une case. Non, c'est ça. Voilà, ma case, c'est le civisme. Le civisme qui est donc sur une ligne sociale, nationale. Égalitaire, démocratique, anticapitaliste, libéral. Une ligne très singulière finalement. Oui, on retrouve ça nulle part. Hein. Le fond du civisme, c'est du capitalisme, c'est du libéralisme sans capitalisme. Ce qui est quand même un truc assez inconcevable. C'est un système égalitaire, mais dont n'est pas exclue la hiérarchie. En fait, ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Quand on se dit il y a l'égalité, du coup il n'y a pas de hiérarchie, du coup il n'y a pas de propriété, non, moi dans mon système il y a l'égalité en droit, mais il y a des propriétés, il y a une hiérarchie, et c'est un système politique démocratique. Aujourd'hui, quand tu défends la démocratie, tu es un populiste, donc tu es un fasciste. Par glissement sémantique, tu te retrouves accusé par des gens qui défendent le contraire, par des gens qui sont en fait sur une ligne presque fasciste, eugéniste, c'est eux qui te traitent de fasciste. Les mecs sont en train de mettre en place l'archétype du fascisme décrit par le meilleur des mondes, par Aldous Huxley dans le meilleur des mondes, et c'est eux qui te traitent de fasciste. C'est eux qui génocident ton propre peuple, et c'est eux qui te traitent de fasciste. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est un comble. Voilà. Et donc alors, là on est dans les années 2000 jusqu'à l'affaire Méric, que d'ailleurs je connaissais Esteban. Et d'ailleurs, peu de temps avant, je lui avais demandé, mais le fait de t'habiller en skinhead, ça t'attire pas des problèmes? Si, ça lui attire des problèmes. Par la suite, oui. Alors, ça, c'est vraiment une affaire, mais c'est une honte. C'est un procès politique, évidemment, mais c'est arrêter quelqu'un, enfin, envoyer quelqu'un en prison parce qu'il s'est défendu, c'est un signal. Enfin, se dire, on sait très bien qu'en France, on n'a pas le droit de se défendre. Ça, c'est un truc. Alors, d'ailleurs, j'ai écrit un texte, parce que régulièrement, il y a des histoires comme ça, des gens qui sont défendus, et c'est eux qui finissent en prison, ou en tout cas qui sont emmerdés pendant des années. Ça, c'est vraiment un scandale. Tu vois, alors, je disais tout à l'heure que je défendais des principes. Alors, Robespierre, par exemple, était quelqu'un qui avait défendu. C'est le premier député à avoir demandé l'abolition de la peine de mort. Alors, c'est pas le seul. Quand la discussion a été lancée, c'est le premier qui est intervenu, et donc derrière, il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, lui, c'est le premier qui est intervenu.
et il a réclamé l'abolition de la peine de mort. Mais c'est pas du tout sur la base des mêmes principes que Badinter. Robespierre a demandé l'abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun. Il pose bien le principe de il commence son discours en posant le principe de la légitime défense. C'est-à-dire que quand la société n'est pas menacée, la société n'a pas le droit de tuer. D'où l'abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun. Les crimes de droit commun ne menacent pas la société. Évidemment, ça nuit aux particuliers, mais ça n'attaque pas l'existence même de la société. Contrairement à ce qui après va advenir, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les crimes et délits politiques. Par exemple, le terrorisme. Ou à l'époque de la Révolution, ce qu'on appelle les crimes contre-révolutionnaires. Ce pas des crimes de droit commun, c'est pas forcément des assassins, mais c'est des gens qui attaquent la société, qui attaquent le régime. La société, ou du moins le régime. Tout régime considère qu'il est la société. Oui. Bon, quand ils attaquent le régime, on considère qu'ils attaquent la société. Et c'est là que Robespierre justifie par contre la peine de mort, mais au nom du même principe. C'est quand l'existence de la société est attaquée, la société a le droit de se défendre et même de tuer. Elle n'est pas obligée, mais c'est un droit qu'elle a. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus de peine de mort, mais par exemple, on se pose des questions pendant 15 ans pour les terroristes. Robespierre, c'était réglé. Hein. Un terroriste, c'est la peine de mort. Les djihadistes qui sont partis, ils reviennent, c'est la peine de mort. Nous, on se pose la question, on supprime la peine de mort maintenant, et on est né au point où, même dans les prisons, alors maintenant, on leur met carrément le téléphone. Non mais, le téléphone, le droit de vote, mais c'est plus la peine d'aller en prison, ça s'appelle un hôtel. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Une prison, c'est une prison où tu n'es plus privé de liberté, où tu peux tu peux faire des stages de canoë-kayak et d'équitation, où tu as le téléphone, piscine, musculation. C'est quoi? C'est pas de la prison, ça. Enfin, on n'est pas du tout sur une ligne, sur les mêmes principes hein, que ceux que défendait Robespierre, hein, mais pas du tout. Et alors, je dis ça parce que avant que tu arrives, j'écoutais Zemmour, son discours. Alors il parle de Robespierre, il n'a rien compris lui. Il t'explique que Robespierre c'est le père de Macron, tu vois. Ouais, il établit une lignée entre Robespierre et les mondialistes d'aujourd'hui et les capitalistes d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de lignée. Robespierre, c'est les capitalistes de l'époque qui l'ont buté. Bah oui, parce c'était leur ennemi. Il était sur une ligne populaire. C'était pas un capitaliste, Robespierre. Je croyais plus clairvoyant que ça. Ah bah non, voilà, pour le coup, Zemmour, zéro. J'ai pas entendu son discours hier. Mais... Donc il parle de Robespierre, de Saint-Just. Saint-Just qui disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Mais moi je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais qui sont les ennemis de la liberté aujourd'hui? À un moment donné, si on veut sauver la France, je crois qu'il va falloir se salir les mains. Si on a les mains propres, c'est que la France sera morte. Hein. C'est qu'on n'aura pas levé le petit doigt pour la sauver. Et pour la sauver, il faudra se salir les mains, malheureusement. Malheureusement. Les gens qui ont la conscience propre et les mains propres, bon, mais ils meurent sans avoir rien fait. Hein. Tous les dangers qu'on dénonce, ben, ou on les combat et on se salit les mains, ou on laisse faire et à ce moment-là, effectivement, on pourra avoir les mains propres. Mais bon, on n'aura pas sauvé la France. Donc, mon parcours, politiquement, voilà, ça s'arrête là. Hein. Maintenant, mon but, c'est de mobiliser les gens c'est de rallier les gens qui connaissent cette théorie, comme ça s'est fait depuis presque 10 ans maintenant, des gens qui ont petit à petit m'ont rallié, mais on est une poignée, et quand je vois que sur YouTube, j'ai plus de 300, 300 abonnés, il y a quand même aussi pas mal de gens qui m'ont lu. Finalement, il y a très peu de gens qui m'ont rejoint. Il y a très peu de gens qui se manifestent. Moi, ce que je demande aux gens, c'est de se manifester. Et contactez-moi. J'ai un blog, Philippe Landeux, haut et fort. Dans la colonne de droite, il y a un moyen de me contacter. Contactez-moi directement ou passez par mon Facebook ou sur mon Facebook. Si vous n'êtes pas ami avec moi et si je ne valide pas votre demande à un ami, laissez-moi un message, tôt ou tard je le verrai. Et donc là, à ce moment-là, je vous contacterai. Mais essayez de me contacter. Le mieux étant de passer par mon blog.
Et contactez-moi, ne restez pas tout seul dans votre coin, parce que ces idées-là, l'idée de s'attaquer à l'argent, c'est quand même très marginal. Si vous adhérez au civisme, vous serez encore plus marginal. Parce que si vous adhérez par exemple à la ligne de Cousin ou à des lignes encore plus gauchistes, là vous aurez du monde. Mais si vous adhérez au civisme, qui est anticapitaliste mais aussi patriotique, là vous serez plutôt tout seul. Et vous serez tout seul dans votre coin, votre famille ne vous comprendra pas, vous n'aurez personne autour de vous, mais des gens qui sont sur cette ligne existent. Donc, et si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez contribuer à ce que cette idée avance, contactez-moi et rejoignez-nous. Voilà. J'ai oublié de dire une chose aussi à propos du dessin, qui est la raison pour laquelle je suis venu à Paris et puis ce qui a amené ce qui suit. J'ai beaucoup dessiné donc quand je suis arrivé à Paris, et comme je me suis mis à l'écriture et que ce que j'écris en fait est difficilement traduisible en dessin, j'ai totalement laissé tomber le dessin. Et en fait, c'est en 2010 ou 2011 par là, après ma rencontre avec Serge Ayoub, que je me suis remis à dessiner, parce qu'il a lancé un journal, et je lui ai proposé de dessiner pour illustrer son journal, qui est une ligne qui me convient d'ailleurs. Et à ce propos, son journal s'appelait Salut Public, donc évidemment en référence au comité de salut public, à Robespierre, à la Révolution, etc. Donc c'est une ligne qui me convient, qui en tout cas a priori me convient. Et alors je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est pas une épitaphe, parce que c'est une épitaphe, c'est sur les tombes, ou enfin, le petit slogan qu'il y avait sur la couverture, c'était « Il n'y a de légitime que la volonté du peuple ». Et en fait, ça c'est moi qui l'avais trouvé. Il m'avait demandé de trouver ou d'y réfléchir, ou je ne sais pas s'il me l'avait demandé, enfin bref, en tout cas, c'est moi qui lui ai proposé, en pensant à une phrase de Robespierre, il n'y a de constitutionnel que la volonté du peuple. Et là, on a transformé, ça a donné, il n'y a de légitime que la volonté du peuple. Et donc, je me suis remis à dessiner par rapport pour ce journal, et j'ai repris le style que j'utilisais déjà à l'époque, à savoir des personnages qui à la base sont censés représenter des blaireaux. Au départ, je l'ai dessiné même avec les bandes noires que les blaireaux ont sur le museau. Petit à petit, j'ai simplifié, j'ai enlevé ça, et en fait, les gens croient que ce sont des rats. En fait, ce ne sont pas des rats, à la base, ce sont des blaireaux. Et donc, j'ai dessiné pour lui jusqu'à ce que son journal périclite. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est lié à l'affaire Méric. Enfin, ce journal n'a pas très bien marché. C'est compliqué, l'ancien journal, c'est très compliqué de le distribuer, parce que c'était un journal papier. Après, ils ont abandonné la version papier, c'était que Internet. Et puis ça n'a pas duré très longtemps, c'est très lourd un journal à faire, c'est très lourd, c'est très compliqué. Bref, en tout cas, c'est ce qui m'a réamené à dessiner. Et journal ou pas, finalement j'ai continué à dessiner sur des sujets d'actualité. Et je postais mes dessins sur mon blog et sur mon Facebook. Et ils ont été remarqués par les gens de ER, et notamment par Zéon. En tout cas, je ne me rappelle plus en fait si c'est Zéon qui m'a contacté ou si c'est quelqu'un de ER qui m'a contacté. Bref, on me proposait que mes dessins figurent dans la page de la semaine des dessins, enfin la page des dessins de la semaine sur le site donc ER. Moi, pourquoi pas, hein. Moi, on me propose de publier mes dessins, je ne vais pas dire non. Hein. Ça, je dessine pas pour eux, je dessine pour moi. Et si mes dessins leur agréent, ben, pourquoi pas. C'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais rien fait pour les autres. Hein. Je fais une chose, si ça leur plaît, qu'ils partagent, tant mieux. Comme par exemple pour Riposte Laïque, j'écris des choses, s'ils veulent publier, ils publient, très bien. Moi, ça m'arrange. Moi, j'ai pas de moyens de diffusion, donc si des gens veulent diffuser ce que je fais, très bien. Et donc, ER a diffusé mes dessins pendant 2 ans, je crois. Et ça s'est arrêté, en fait, avec l'affaire avec le clash avec Daniel Conversano. Où là, alors déjà, moi, j'adhère pas à la ligne de ER, déjà, pour le commencer. J'ai jamais adhéré. Et là, c'était trop, quoi. Là, vraiment, là, on a vu, ça a été l'événement caricatural, quoi. On a vu, enfin,
Pourtant, j'aimais bien Soral, j'écoutais beaucoup ses vidéos. J'adhère pas forcément à tout ce qu'il dit, mais Alors, c'est quoi qui te dérange exactement sur la ligne bah, Soral? c'est sa ligne, elle est absolument intenable. La réconciliation, il n'y a pas de réconciliation à avoir, il n'y a qu'un seul camp, il y a le camp des Français, et tous les autres ne sont pas français, quoi. Ou t'es français, ou t'es dans le camp de la France et des Français, ou t'es pas avec eux, quoi. La réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte que des gens partagent notre pays, ou on défend la France, ou on défend pas la France, quoi. Et effectivement, on se rend compte que les gens qui suivent ER, en particulier tout ce qui est maghrébin, etc., ils défendent leur place en France, ils défendent pas la France. Ouais, c'est ça. Ils défendent l'islam, ils défendent tout ce que tu veux, mais ils défendent pas la France. Dès qu'un Français est là pour dire on voudrait défendre la France, ah non, non, plutôt vous défendez l'américanisation, bref, toute leur soi-disant décence, etc., leur culture, etc., ben, on s'en fout. Nous, on est chez nous, on a la nôtre. Les immigrés sont l'arme du patronat. On ne peut pas sauver la France avec les gens que le patronat a importés pour la détruire. Au bout d'un moment, il faut être cohérent, quoi. Donc, bon, là, Soral, quand il a pris la défense de quelqu'un, il s'est attaqué physiquement à quelqu'un qui juste défend la France, hein, au nom des Arabes, puisque c'est dans la phrase, je ne sais plus ce que disait Daniel, enfin, les Arabes nous font chier, un truc comme ça, en fait, c'était la phrase. Et c'est ce qui a fait sortir Soral de Ségon. On a vu de quel côté Soral était, quoi. Donc, à partir de là, la ligne de Soral, qui m'a déjà toujours paru suspecte. Bon, voilà, de manière Soral n'a toujours pas compris que le vrai problème c'est l'argent, enfin tout ça. Bon, rien, voilà, rien à faire, quoi. Rien à faire. Donc, du coup, comme c'était le seul relais à mes dessins, bon, voilà, j'ai arrêté de dessiner. Donc c'est toi qui as décidé d'arrêter de... Ah bah oui, que oui. tes dessins ne soient plus relayés, d'accord. Ah bah je leur ai plus rien proposé. Ah oui, ok. Oui. J'avais fait toute une série de dessins où je descendais en flamme la ligne de Soral. Oui. Alors ils ont été publiés sur un blog spécial de dessin que j'ai. Je les ai postés aussi sur Facebook. De là, j'ai pu. Je n'ai même pas insisté, je n'ai plus rien renvoyer. Non, et puis moi j'ai un autre mode d'expression qui me semble être plus complet que le dessin. Le dessin c'est forcément superficiel, c'est ce qui est visible. Moi je parle de choses qui sont totalement invisibles. Donc pour les illustrer, c'est impossible. Donc je dessinais pas depuis. J'ai pas dessiné pendant plus de 10 ans. Je me suis arrêté, pour moi ça n'a rien changé, quoi. Voilà. Donc pourtant le dessin c'était important au départ dans ma vie. Et puis voilà, ça, en cours de route, ça on a bifurqué. Et je m'en supporte pas plus mal, quoi. Quel thème tu aimerais aborder maintenant que... Parce que je pense que tu as quand même fait suffisamment le tour sur le sujet du civisme, de la révolution, comment la faire. Est-ce que tu as des sujets que tu aimerais maintenant aborder pour compléter un petit peu ton œuvre? En fait, à des bouquins, ouais, c'est vrai que j'en ai encore sur la planche. J'ai toujours mon bouquin sur Robespierre et la Révolution au jour le jour, en chantier. Je pense que je vais finaliser un travail que j'ai déjà bien avancé, mais que je ne publierai pas par contre. C'est une constitution. J'ai déjà écrit une constitution en fait. Tu l'as déjà fait ça? Oui. Une constitution pour la cité, mais par contre je ne la publierai pas. Mais je veux quand même la finaliser. Ouais. Pourquoi tu veux pas la publier? Parce que je veux. Les gens, quand tu leur présentes un système clé en main, ils ont l'impression qu'ils ont affaire à une dictature. Oui, c'est un petit peu le problème. Le problème, c'est que d'un côté, les gens, si tu ne remets pas les points sur les i, ils ne comprennent pas ce que tu leur racontes, mais si tu remets les points sur les i, ils trouvent que tu en dis trop. Soit tu es trop vague, soit tu es trop direct. Voilà, donc, parce que si tu supprimes la monnaie, il faut quand même être capable de proposer un système qui tient la route, au moins sur le papier. Oui, c'est ça. Donc il faut quand même répondre à un certain nombre de questions pratiques. Et donc les gens te disent ah oui mais c'est un système, c'est un carcan, etc. Non, c'est pas un carcan, mais c'est comme tout système, tu poses l'armature, c'est le squelette, c'est rigide. Après, quand on complète, ça donne de la souplesse. Mais au départ, évidemment, tu as une armature qui est rigide. Donc je ne vais pas rajouter une couche avec une constitution. Même si moi, de mon côté, je vais y travailler. Et d'ailleurs, donc une fois que j'aurai fait ça,
Robespierre et la Constitution, je pense que j'aurais fait un petit peu le tour et je pense que mon œuvre est terminée. Ouais. Ouais, pour toi, ça sera terminé. Mon œuvre, ce que j'ai écrit, après l'action commence. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, après, il faut passer à l'action. Là, ben, je pense que tout le reste va être consacré effectivement à constituer un groupe, à faire de la politique, Pour mettre en pratique. de la métapolitique. En pratique, pas tout de suite, parce qu'il faudra d'abord, pour mettre ma théorie en pratique, il faut d'abord avoir le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut d'abord y accéder. Pour y accéder, il faut avoir une force. Il faut constituer cette force. Et donc on en est au départ, on en est à constituer cette force. Donc c'est quoi? C'est réunir les gens. La théorie, on l'a. Ce qui manque, par exemple, aux Gilets jaunes, c'est une théorie. Nous, la théorie, on l'a. Elle est carrée, elle est béton. Elle est inattaquable, ni par la gauche, ni par la droite. Parce qu'elle est... Je ne dirais pas qu'elle est plus à droite que les droitards, parce que ce n'est pas une théorie de droite, mais c'est une théorie irréprochable sur le plan du patriotisme et irréprochable sur le plan social. Tu peux pas... Alors c'est vrai qu'elle n'est pas immigrationniste, mais l'immigration, les immigrés sont des étrangers. Ce ne sont pas des sujets politiques en réalité. La police, c'est les citoyens. Les étrangers, ce ne sont pas des sujets politiques. On ne peut pas juger un courant politique par rapport à sa position sur l'immigration. Ça n'a pas de sens. De la manière que... Il y a plein de sujets comme ça, par exemple l'homosexualité, etc. Ce ne sont pas des sujets politiques. Non, bien sûr. Tu peux avoir des gens de courants différents, peuvent avoir la même opinion, ou des opinions divergentes. Ce n'est pas ça qui fait qu'ils sont ou de gauche ou de droite. Non, bien sûr. D'ailleurs, moi je pense que les notions de gauche et de droite restent pertinentes. Alors, effectivement, la façon dont elles sont utilisées aujourd'hui brouille les pistes, n'a pas de sens. Des gens qui seraient comme de gauche sont des traîtres absolus. À l'époque de la Révolution, ces gens-là passaient à la guillotine. Il n'y a pas de problème. Avec un Robespierre, ces gens-là, et pas que, hein, mais ces gens-là qui parfois se réclament de la Révolution, c'était les premiers à passer au rasoir de Samson. Hein. Samson était le nom du bourreau. Oui. Parce que les révolutionnaires défendaient la patrie en danger. On a des gens qui se réclament de gauche qui sont eux-mêmes les gens qui mettent la patrie en danger. Très clairement. Donc, bon, et ils se réclament de gauche. Jean Jaurès se réclamait de Robespierre. Et c'est lui qui disait la patrie est le seul bien du pauvre. Aujourd'hui, on nous a même ravis jusqu'à la patrie. Car on n'a plus rien, on est en slip. On n'a plus rien. Ouais. Donc, non, le patriotisme, c'est éminemment de gauche. Le patriotisme, l'égalité avec laquelle va la démocratie, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, et la non-ingérence, défendue par Robespierre aussi. La non-ingérence, le principe de non-ingérence, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est Robespierre tout ça. Ouais. Et c'est de gauche. Alors aujourd'hui, c'est classé à l'extrême droite. Ouais. Donc en fait, les notions, telles qu'elles sont employées aujourd'hui, les notions de gauche et de droite n'ont pas de sens. Mais moi, je considère les choses autrement. Je considère que la gauche a pour objectif d'asseoir la société sur ses principes. Le premier étant l'égalité. L'égalité des citoyens en devoir et en droit. D'où découle tout ce que j'ai dit, donc la notion de patriotisme, démocratie, etc. Et l'égalité qui implique, comme je l'explique, de sortir du système monétaire, puisqu'il ne peut pas y avoir d'égalité dans un système monétaire. Un système monétaire est intrinsèquement inégalitaire. C'est ce que n'ont pas compris d'ailleurs les révolutionnaires. Alors les révolutionnaires, c'était il y a 200 ans, mais on est 200 ans plus tard, très peu de gens l'ont compris encore. Hein. Toujours pas. Ouais. Ils n'ont toujours pas compris. Bon. Donc en tout cas, pour moi, la gauche, l'absolu, ça existe et c'est ça. Elle se définit par les principes qu'elle veut mettre en œuvre, qui sont ceux de la société. Ça, c'est la gauche. Tout ce qui est en dessous, c'est la droite. C'est la droite. Alors, suivant comment on regarde la chose, c'est plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite. Mais c'est plus la gauche. Il y a quelques nuances, mais enfin, c'est plus voilà. la gauche. Quoi. Plus on s'éloigne de ce sommet-là, en fait, on a une conception de la politique horizontale, donc de gauche à droite. Alors que ma conception à moi, elle est verticale. C'est-à-dire qu'il y a un absolu à atteindre, et tout le reste, ben, c'est des niveaux inférieurs. Alors, le niveau inférieur, c'est évidemment ceux qui, immédiatement inférieurs à celui que je viens de dénoncer, c'est ceux qui veulent l'égalité sans la comprendre,
mais qui sont quand même toujours attachés au patriotisme, à la patrie, à la démocratie, etc. Et puis ensuite, tu descends encore de niveau, tu as ceux qui sont... Là, il faudrait avoir le chemin sous les yeux, mais plus tu abandonnes de choses, plus tu descends. Et en bas, il y a ceux qui sont tout le contraire, c'est l'inégalité, antipatriotisme, Mondialiste. mondialisme, l'invasion, enfin la totale, quoi. Et ça, pour le coup, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que les gens qui se réclament de gauche sont pour moi ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Pour toi, c'est l'extrême droite. Et, alors extrême droite, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est pas la gauche, quoi. Et ce sont ceux qui sont carrément à l'opposé. Alors je ne sais plus ce qu'était ta question. Ah oui, si j'avais des projets. Ouais. Voilà, le projet, ce sera de mettre en œuvre une organisation politique, oui. En tout cas, au moins métapolitique. Alors, au niveau théorique, maintenant, tu as fait le tour pour toi. Là, Donc là, peut-être on pourra envisager de créer un journal, je sais pas. Mais un journal, c'est pareil, ça demande du monde. Et puis un journal pour le distribuer à qui peut-être un journal internet, mais je sais pas en fait. En tout cas, là, la suite des opérations, ce sera de constituer une force politique. C'est l'étape suivante. Ouais. c'est la prochaine étape. Ouais. Et donc, comme je le dis, aux gens qui nous écoutent, pensez à me contacter, envisagez de nous rallier. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, hein, on se réunit, on discute. C'est important pour ne pas se sentir seul. Ça remonte le moral. Enfin voilà, pour l'instant, ce n'est que ça. Mais plus on sera nombreux, plus il y aura de compétences, mais plus on pourra faire de choses intéressantes, etc., etc. Et ça fera boule de neige. C'est sûr qu'il y a un nombre incroyable de gens qui ne se reconnaissent pas dans cette société, qui n'ont aucun parti politique auquel se rattacher parce que ça ne correspond pas à leurs idées. Enfin, moi, le premier, hein, j'étais en décalage, j'étais avec tout ça et je me sentais un petit peu isolé, comme tu dis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je t'ai rencontré, j'ai complètement adhéré à la théorie du civisme parce que pour moi, je suis vraiment persuadé que c'est une théorie qui construira un monde plus juste et donc meilleur. Et j'y crois vraiment, quoi, parce que j'y crois, c'est pas un rêve en fait. C'est que j'ai lu le livre et sur le papier ça fonctionne, quoi, comme tu dis. T'as vraiment pensé à tout. Parce que j'aborde vraiment les questions pratiques. Voilà, ouais. Et quand on voit l'aspect pratique, on se dit qu'il n'y a absolument rien d'impossible. Exactement. Et c'est vrai qu'après avoir lu ton livre, on n'a qu'une hâte, c'est de l'appliquer, quoi, maintenant. Et qu'est-ce qu'on attend, quoi? On attend les autres, hein. C'est ça on vous attend, en fait. C'est fou, quoi. Et depuis que donc, je t'ai rencontré et que j'ai adhéré à ta théorie, c'est là que je me rends compte, en fin de compte, de la difficulté à faire avancer les choses. Les gens sont réellement ancrés dans ce que tu appelles la matrice, dans le capitalisme. Et pour faire changer les mentalités, c'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Alors on y croit, hein, on ne désespère pas, parce que de toute façon, je pense que la finalité, on y arrivera un jour ou l'autre. C'est forcé parce que de toute façon, pour moi, le capitalisme est amené à s'effondrer. Et que là, il faudra évidemment trouver une autre manière de fonctionner. Une vraie alternative. Parce que le problème, c'est que bien souvent, les gens qui te parlent d'alternative, en réalité, ce ne sont pas des alternatives. Ils sont toujours dans le même système. Ils tournent en rond. Quoi. C'est ça. Et alors, ils évacuent intellectuellement un aspect du système, mais sans sortir du système. Donc, et on tourne en rond. On n'avance pas, quoi. Donc voilà. Ouais. Non, je pense qu'effectivement, là, on a fait un peu le tour. Hein. On est arrivé à la fin, qui n'est donc que le commencement.